Bonsoir Maître Alexandre Silva. Bonsoir monsieur. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous êtes l'avocat ce soir de la principale suspecte. On va revenir sur son profil, on va revenir sur les faits, autant que vous pouvez nous en dire, évidemment. Revenir sur un certain nombre de rumeurs. Je sais que vous tenez ce soir à démentir un certain nombre de rumeurs. On va le faire dans quelques minutes, bien évidemment. On sera avec Benoît Ballet dans un instant qui a rencontré les parents de Lola. D'abord, Maxime Brandstetter, question simple. Que sait-on ce soir de cette jeune femme de 24 ans qui a donc été mise en examen et qui est considérée comme la principale suspecte dans ce meurtre? On sait, en tout cas en ce qui concerne l'affaire, on sait ce qu'elle en a dit, on sait qu'elle a parlé dans un premier temps aux enquêteurs, qu'elle n'a pas eu de problème à s'exprimer ou à raconter ce qu'elle a fait. On sait qu'elle a eu des déclarations fluctuantes parce qu'elle a évoqué certains faits, elle a reconnu certains faits avant de revenir dessus, d'après nos informations, évoquant avoir peut-être rêvé, avoir fait ceci ou cela. On sait ce qu'elle a donc raconté de la scène, en résumé. Elle croise Lola dans cet immeuble, elle la ramène chez sa sœur, j'entends la sœur de la suspecte qui habite le même immeuble, et là elle lui demande de se doucher avant de commettre des actes sexuels et de la tuer. Elle a été asphyxiée par un bâillon et il y a eu ensuite des actes terribles post-mortem dont on a assez évoqué, je pense que c'est pas la peine de revenir. C'est ce qu'a déclaré donc cette personne qui est en garde à vue, qui est aujourd'hui mise en examen, vous l'avez dit, pour acte de torture, de barbarie, viol sur mineur avec acte de torture et barbarie. C'est très grave, ça va chercher jusqu'à la perpétuité. Maintenant, il va falloir continuer à creuser son profil et évidemment évoquer l'irresponsabilité pénale, faire des expertises psychiatriques, et tout ça, ce sera au cours de l'instruction, c'est trop tôt. Ça fait partie évidemment des questions qu'on va se poser. Maître Maxime Brandstetter disait à l'instant que face aux enquêteurs, elle avait un discours parfois cohérent, parfois expliquant qu'elle avait rêvé certaines choses, et la limite entre le rêve et ce qui a été fait, etc., était difficile à définir. Vous, quel type de client, comment elle vous a semblé face à vous? Est-ce qu'elle a été cohérente dans ses explications face à vous? Alors, c'est toute la problématique de ce genre de questions que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer avec votre équipe. Vous rentrez sur un questionnement qui s'inscrit dans le cadre du secret professionnel. C'est-à-dire que ce qui se passe entre ma cliente et moi-même doit rester entre elle et moi, et je ne saurais à aucun moment trahir cette confiance, si j'ose dire, ou à tout le moins ce secret auquel je suis tenu déontologiquement. De la même manière, quelles que soient les informations que vous pouvez détenir sur cette affaire, quelle que soit la manière dont vous les avez obtenues et quelle que soit la crédibilité que vous êtes susceptible de leur accorder, je ne suis malheureusement pas en mesure de venir confirmer ou infirmer, puisque cela m'obligerait à venir violer ce secret d'instruction, ce secret professionnel auquel je suis tenu, et si jamais je devais le violer, eh bien, je serais radié du barreau. Voilà. Donc, y compris les informations qui nous ont été données cet après-midi par votre communiqué par la procureure de la République. Exactement. Dont une bonne partie des informations ont été confirmées cet après-midi. Vous confirmez, Maxime, par le communiqué, de la procureure. Même ces informations-là, vous dites, je n'en parle pas. Exactement. C'est un cas de déontologie assez simple que je rappelle, puisque je comprends que ça n'est pas toujours évident à saisir, et ça n'est pas du tout un jugement péremptoire de ma part. C'est juste un rappel, à savoir que malheureusement, je ne peux pas communiquer, même sur les déclarations du ministère public. C'est lui qui est libre de tenir les déclarations qu'il veut, mais moi je ne peux pas rentrer plus en profondeur sur les éléments. Vous êtes l'avocat de la Ça peut être votre rôle aussi de défendre la cliente, y compris sur le terrain médiatique. S'il y a des fausses informations qui circulent à son encontre, vous voulez rétablir quelque chose sur son profil, ça peut être votre rôle aussi. Exactement, c'est l'exception qui est prévue par le code de déontologie pour les avocats, à savoir que dans une logique de défense, lorsque cela est rendu nécessaire, l'avocat peut être amené à dévoiler certains éléments qui sont néanmoins couverts par le secret de l'instruction à partir du moment où cela est justifié, sachant que par ailleurs, lorsque l'avocat s'autorise à faire ce genre de déclaration, il y a bien évidemment un contrôle du Conseil de l'ordre qui va apprécier dans quelle mesure la justification invoquée par l'avocat pour défendre le client par rapport à des thèses qui pourraient apparaître abracadabantesques sont justifiées. Alors, il y a plusieurs thèses, plusieurs rumeurs qui ont couru ce week-end, notamment, et on va en parler aussi avec Maxime, étayées par un certain nombre de témoignages, et c'est pour ça qu'elles sont apparues aussi, ces rumeurs. La première, Maxime, ce week-end, une rumeur est apparue concernant le trafic d'organes. Trafic d'organes. Et je pense qu'on peut assez facilement remonter l'origine de cette rumeur. Votre cliente, lorsqu'elle sort de l'appartement, après avoir tué la petite fille, elle la met dans une malle, et elle transporte cette malle. Elle va dans la rue, elle va demander à plusieurs personnes de l'aider à transporter cette malle qui est trop lourde, notamment une personne à qui elle aurait évoqué faire du trafic d'organes, avoir des organes à l'intérieur, et en lui promettant une récompense si jamais il l'aidait. Cette personne a pris peur, elle s'est enfuie, c'est pour ça qu'aujourd'hui elle n'est pas mise en examen, et c'est de là que semble
partir cette rumeur de trafic d'organes. D'après nos informations, une rumeur qui est quand même relativement écartée, même si dans une enquête, on n'écarte jamais rien définitivement, mais qui est très écartée par les enquêteurs. Oui. Maître, sur ce point-là, qu'est-ce que vous dites sur cet aspect-là? Bien sûr, vous avez parfaitement raison. Toutes les rumeurs, dans le cadre d'une instruction, vont systématiquement être analysées par les enquêteurs, par le juge d'instruction plus précisément. Cela fait partie du rôle de l'instruction. Vous savez, lorsque je suis intervenu un peu plus tôt aujourd'hui sur la question de ces rumeurs, je suis intervenu pour une simple raison. Moi-même, je suis père de famille. Et donc, à ce titre, je partage pleinement la souffrance des parents de la petite Lola, quand bien même à aucun moment je ne peux imaginer la détresse et l'horreur que ceux-ci vivent aujourd'hui. Néanmoins, cette qualité de père de famille, je comprends ce qui peut se passer. Et puis, je suis aussi avocat. Et en l'occurrence, je suis avocat de la défense. Et donc, à ce titre, je dois m'obliger à prendre une certaine distance avec mes émotions d'être humain, de père de famille. Non pas que les avocats ne soient pas des êtres humains, mais toujours est-il qu'on est habitué à prendre une certaine distance avec le dossier. Et à ce titre, j'ai considéré qu'il était important, non seulement pour la sérénité de l'instruction, non seulement évidemment pour ma cliente, afin que celle-ci ne se voit pas accablée de charges qui finalement ne sont absolument pas retenues à son encontre et qu'on n'en dresse pas un profil. Donc, pardon, mais le trafic d'organes, vous dites, ça n'est pas dans le dossier, ça n'existe pas. Et puis aussi pour les parents de la victime, afin que ceux-ci ne voient pas circuler des rumeurs abracadabrantesques aussi atroces les unes que les autres, qui viennent accentuer la souffrance qu'ils vivent. Donc oui, effectivement, pour répondre directement à votre question, monsieur, ce trafic d'organes n'a jamais été envisagé de quelque manière que ce soit, par qui que ce soit. Et il me semble d'ailleurs, après l'intervention que j'ai accordée à la sortie du débat JLD, cette information avait par ailleurs été confirmée par le ministère public avant ou après, mais en tout cas, vous voyez bien que là-dessus, le ministère public et la Défense partagent la même vision et ont le souci de mettre un terme à ces rumeurs. Alors, des rumeurs, il y en a eu d'autres, je pense qu'on ne va pas toutes les évoquer, mais il y a notamment des rituels sataniques, plein d'autres choses. On voit que ces rumeurs, elles se concentrent sur une thématique, c'est le mobile en fait. Là où les gens spéculent, c'est parce qu'ils se demandent comment votre cliente a pu commettre un crime atroce. Peut-être que si vous avez une idée du mobile évoqué, peut-être que ça pourrait faire taire ces rumeurs. Je sais que nous, on a notamment des pistes qui sont évoquées. On a le fait que en fait, cette cliente, la suspecte, habitait dans le même immeuble que la gardienne qui est la mère de la petite fille tuée, et elle avait demandé un pass pour pouvoir rentrer dans l'immeuble parce qu'en fait, elle logeait chez sa sœur. Vous savez, un badge pour entrer dans l'immeuble. La gardienne lui a refusé et elle évoque en garde à vue avoir reconnu le visage de la gardienne dans la petite fille et s'être vengée pour cela. Donc, peut-être un mobile de vengeance. Il y a aussi un mobile, évidemment, sexuel lorsqu'on sait qu'elle a été abusée sexuellement. Peut-être que si vous nous éclairez sur un de ces mobiles, ça ferait taire les rumeurs. Une fois encore, je ne suis pas en mesure de vous éclairer à quelque titre que ce soit sur les mobiles supposés de ma cliente, sachant que celle-ci, et j'insiste, quand bien même je l'ai déjà évoqué, bénéficie de la présomption d'innocence. Vous avez des informations qui sont ce qu'elles sont. Elles participent peut-être à une compréhension du dossier à l'aune de la manière dont celles-ci vous sont communiquées. Elles ne participent pas forcément à la compréhension parfaite de ce dossier. C'est pour ça que vous comprendrez que ce genre de situation... Le problème, c'est que si vous ne nous aidez pas justement à atteindre cette compréhension du dossier, c'est compliqué pour nous ce soir. Alors, vous savez, pour rebondir sur ce que vous disiez en propos liminaire pour votre dernière intervention, il y a deux, à mon sens, types de presse. L'information qui circule sur ces rumeurs, ce n'est pas la presse dite traditionnelle, la presse officielle, la presse professionnelle que vous incarnez. Vous avez une presse, on va dire, différente, celle des réseaux sociaux, où un certain nombre de personnes, sous prétexte de chercher des explications, de chercher des compréhensions, se cachent derrière cette image et cette idée noble pour faire circuler ensuite des rumeurs. Et pour finalement accentuer l'atrocité d'une situation qui n'a pas besoin d'être... Réseaux sociaux et presse, pour le coup, monsieur, maître, pardon, on est sur deux choses différentes. Exactement. Vous avez un service ici, vous avez un service PJ qui a bossé depuis samedi, tous, pour recouper les informations, et les informations qui sont apportées ce soir par Maxime sont recoupées, étayées, sourcées. On n'a aucun souci avec ça, pour le coup. Alors, je peux comprendre que vous pensiez n'avoir aucun souci avec cela. Toujours est-il que moi, ayant accès au dossier, lisant le dossier et en ayant une connaissance à ce jour plus ou moins bonne, qui s'améliorera avec le temps de l'instruction, votre certitude peut tout à fait être questionnée.
C'est pas une certitude. Maintenant, on s'interroge sur le mobile, peut-être. Non. Sur la certitude factuelle, sur la contextualisation, puisque c'est de cela dont vous parlez, rien ne dit à ce jour, ou à l'aune des informations que vous avez, qui restent partielles par rapport au dossier d'instruction, enfin dossier, pardon. Évidemment, on n'a pas accès au dossier. Voilà, on ne peut pas avoir. Vous ne pouvez pas avoir cette certitude-là, et donc je ne pourrais pas vous répondre sur le fond du dossier à l'aune de ce qui ne pourrait jamais être considéré comme une certitude. En tout cas, vous faites taire, ces rumeurs de trafic d'organes, vous faites taire ces rumeurs de rituels sur des enfants, etc., qui là aussi, ces rumeurs-là ont circulé ce week-end. Ce soir, vous nous dites, ça n'est pas dans le dossier, ça n'existe pas, et il faut mettre de côté ces rumeurs-là. Maxime, plusieurs éléments. D'abord, il y a une autre personne qui est mise en examen ce soir. Exactement, il y a une autre personne, c'est un ancien ami, une connaissance de longue date de la suspecte, c'est un homme de 43 ans qui, lui, a participé au même titre que les 6 autres interpellés. Souvenez-vous, il y a 6 interpellés au début, mais ils ont tous été libérés au fur et à mesure de la garde à vue parce qu'on a écarté leurs responsabilités. Pas lui, à l'heure où on se parle, il est mis en examen pour recel de cadavres. Qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il est allé chercher la suspecte dans le 19e avec son véhicule de fonction. Il l'a ramenée chez elle avant de lui commander un VTC pour qu'elle reparte. Si les enquêteurs l'ont aujourd'hui s'il a aujourd'hui été mis en examen, c'est parce qu'il existe un soupçon sérieux qu'il savait qu'il y avait la petite fille et qu'il n'a pas prévenu la police. Mais évidemment, il reste, comme la suspecte, présumé innocent, et ce sera à l'enquête de connaître sa responsabilité. Il y a un autre point que je voulais aborder avec vous, Maxime, et avec vous, Maître. Ça concerne encore une fois le profil de la suspecte. Il y a une information qu'on a eue ce soir. Elle était en situation irrégulière en France. Oui, alors on parlait des réseaux sociaux. C'est vrai que tout de suite sur les réseaux sociaux, on a abordé cette situation parce qu'elle est ressortissante algérienne, et donc tout le monde disait qu'elle est en situation irrégulière. C'est effectivement vrai. Elle faisait l'objet d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français depuis le 21 août. Alors, pour expliquer un petit peu, elle est arrivée en France en 2016 tout à fait légalement. Elle avait un titre de séjour provisoire, un titre de séjour étudiant. Son titre avait périmé, et lorsqu'elle a essayé de prendre l'avion le 21 août dernier, la police de l'air et des frontières s'en est rendu compte et donc lui a demandé de quitter le territoire français. Pourquoi ils ne l'ont pas mis en centre de rétention administratif ? Eh bien parce qu'elle n'a pas d'antécédent judiciaire. Elle a une inscription d'antécédent judiciaire, mais en tant que victime de violences conjugales, et comme elle n'avait pas d'antécédent judiciaire à l'époque, notre droit fait qu'on ne la met pas en centre de rétention. Elle avait 30 jours pour quitter le territoire d'elle-même, elle ne l'a pas fait dans le délai. Ces informations-là, vous les confirmez ou pas, Maître ? Même chose. C'est exactement la même chose. Vous ne direz rien. Si vous me permettez, je vais juste, une fois encore, très, très humblement, sans logique de donner de leçons à qui que ce soit, mais vous pensez, peut-être vos spectateurs pensent que je me cache derrière le principe du secret professionnel. En réalité, il ne s'agit pas, à travers l'invocation de ce secret professionnel, d'une défiance à l'égard des journalistes ou bien à l'égard du public. Je comprends parfaitement que tout le monde, que ce soit les professionnels que vous êtes ou que ce soit le public, ait envie de savoir ce qui a pu se passer et puis de comprendre la manière dont les choses ont pu se dérouler. Néanmoins, ce secret professionnel est un socle de notre système démocratique. Il permet d'assurer une instruction sereine, intelligente et intelligible. Et au terme de cette instruction, c'est là que les choses seront révélées dans le cadre d'un procès. On entend ce que vous dites, Maître. C'est juste que là où on est désarçonné, c'est que ça ne correspond pas à ce qui se pratique régulièrement avec un certain nombre de vos confrères, collègues qui acceptent de venir et de répondre à des questions. Là, vous acceptez de venir, ce qui est très aimable de votre part, mais pour ne pas répondre aux questions, ce qui est particulier. Alors, déjà, je ne serai pas juge de la pratique déontologique de mes confrères. Je les renvoie à leur conscience, pour ceux en tout cas qui se comportent ainsi. En ce qui concerne maintenant votre observation finale, je vous avais prévenu, et j'avais eu cette délicatesse de vous informer que j'étais disposé à venir sur le plateau pour parler notamment de ces rumeurs ou éventuellement d'une contextualisation plus générale. En revanche, jamais je ne m'attarderai sur le fond. Je ne vous ai pas pris au dépourvu. On a parlé des rumeurs, évidemment, et bien sûr que ce débat que nous avons là sur ce qui est en train de se passer, c'est totalement annexe par rapport au terrible drame qui frappe la famille, à ce qui a été raconté ces derniers jours, évidemment. Merci en tout cas, Maître, d'avoir été notre invité ce soir en direct sur BFM TV. Merci à vous. Monsieur. Merci Maxime de nous avoir éclairé ce soir. On va continuer bien évidemment à suivre cette affaire. Merci à vous.